Un tueur à la hache au royaume de l'automobile. Montbéliard, Sochaux, Belfort, le pays de Peugeot. L'homme a sévi 4 fois, fendant le crâne de ses victimes comme d'autres coupent du bois. Il a besoin d'argent, vous avez de l'argent, il vous tue. Une affaire sur fond de poker, de PMU et de michetonneuses dans les bistrots ouvriers du coin. Un dossier gigogne qui a passé plus de 20 ans dans les cabinets d'instruction. C'est un matin d'automne dans l'est de la France. Ce 17 novembre 1998, les policiers de Belfort sont appelés par une habitante du quartier des Résidences, en lisière de la ville. Elle est tombée sur un corps au fond du parking qui accueille d'ordinaire le marché. Nous constatons qu'il s'agit du cadavre d'un homme allongé sur le ventre. Et à quelques mètres, nous remarquons la présence d'une grande flaque de sang qui nous laisse supposer que le corps a été déplacé. Il est évident que c'est un homicide et d'une violence extrême. Il y a eu un acharnement féroce sur la victime qui présente de nombreuses traces de coupures larges, profondes, sur la face, sur le sommet du crâne et également sur la nuque. Il y a une chose qui m'avait frappé, c'est l'ouverture qu'il avait au niveau de la nuque. Une lésion très très importante, très profonde, qui laissait penser qu'on avait tenté de le décapiter. Autour du corps lacéré, dans la haie de charmilles qui longe le cimetière, les policiers recueillent de précieux indices. À proximité de la tache de sang, on trouve une hache ensanglantée, aussi bien sur le manche que sur le fer. Il ne faut pas imaginer une énorme hache à abattre les arbres. Il s'agit plutôt d'une petite hachette pour refendre le bois d'allumage dans une cheminée. Sans être médecin légiste, les blessures que présente la victime sont compatibles avec la forme de la hache que nous retrouvons. Un homme tué à coups de hache en pleine ville. Et ce n'est visiblement pas la seule arme que le tueur a utilisée. Sous les charmilles, on trouve un couteau également légèrement ensanglanté. Un couteau de 26 cm de long, qui a probablement servi lors de la tentative de décapitation de la victime. 2 armes, abandonnées comme ça, à la va-vite, sur la scène de crime. Très étrange. Alors il a très bien pu être dérangé par une arrivée impromptue d'un véhicule, pourquoi pas, hein, et laisser jeter rapidement donc les armes en question et se sauver. C'est une possibilité. Ce puzzle d'indices est bientôt complété par la découverte de débris de photos à quelques mètres de la victime. Ce sont des photos de groupe en fait. Et nous retrouvons également des négatifs de photos. J'ai émis l'hypothèse que ces photos étaient en rapport avec l'homicide, dans l'hypothèse d'un crime passionnel. Ça aurait pu être une sorte de signature, de revendication de l'homicide. En quête de témoins, les policiers interrogent d'abord un routier qui a dormi sur le parking à une trentaine de mètres du corps. Il est arrivé vers 2 h du matin. Il a lu, d'après ce qu'il nous a raconté, jusqu'à 4 h du matin. Il n'avait rien vu quand il est arrivé. Et il a été réveillé par nos collègues lorsqu'ils ont découvert le cadavre.
De l'autre côté du parking, le boulevard Kennedy est longé par une rangée d'immeubles HLM. Manifestement, personne n'a rien vu ni rien entendu. Il faut dire que c'était au mois de novembre, il faisait froid, le sol était gelé, ça noyait un petit peu les contrastes. Alors, c'est tout à fait possible que dans la nuit, on n'ait rien vu. Pas de témoin du meurtre. Mais à la fin de la journée, les policiers en savent déjà plus sur la victime. Dans une de ses poches, il a été trouvé un portefeuille avec sa carte d'identité. Il a été établi immédiatement qu'il pouvait s'agir d'un nommé Selami Mohamed. Qui n'était pas domicilié sur Belfort, mais sur Sochaux. Sochaux, dans le département du Doubs, à une vingtaine de kilomètres de Belfort. C'est là que Mohamed Selami, un homme âgé de 67 ans et tout juste retraité, a tenu le bar du commerce pendant plus de 20 ans. Moi, j'étais en Algérie. On m'a appelé, on m'a dit voilà, qu'il arrivait quelque chose au papa. Il m'a dit il faut que tu rentres. Et je suis rentré, le premier avion, je suis rentré. Votre père tué à coups de hache, ça a dû vous paraître complètement irréel. J'ai pas encaissé tout de suite, si vous voulez, parce que sur le fait, je me dis c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas on n'a pas pu lui faire ça, mon père, c'est pas possible, c'est impossible. C'est après que quand j'étais au commissariat de Belfort, ils m'ont dit non, on vous déconseille de le voir parce que c'était un truc d'horrible, c'est horrible. Dans les films d'horreur qu'on voit ça. Et il se sentait menacé, votre père? Non, en aucun cas. Mon père, c'était un gentil monsieur. Il aimait ce qu'il faisait, il aimait son travail. Il aimait faire la fête. C'était quelqu'un d'heureux. Tout le monde l'aimait. Qu'il soit parti comme ça, de cette façon-là, c'est trop dur. Trop dur. Ça aurait été un accident de voiture, c'est différent. Ça aurait été, je sais pas, il serait tombé, mais être tué de cette façon, d'être... Il n'y a qu'une bête qui est tuée pour manger, mais pas pour gratuitement comme ça. Dominique, que révèle l'autopsie du corps de Mohamed Selami? Elle permet de connaître le jour et l'heure de la mort. La mort, c'est la veille de la découverte du corps, le 16 novembre. Et l'heure, c'est très probablement avant minuit. On sait également comment est mort M. Selami. Il a reçu des coups à la tête. Il a 10 plaies à la tête, des coups d'une extrême violence qui ont été portés avec la hachette qu'on retrouve sur la scène de crime. Il a également 2 plaies profondes au niveau de la nuque qui ont été faites avec le couteau de cuisine qu'on retrouve également sur la scène de crime. Alors, est-ce qu'on peut déterminer un scénario du crime? Le légiste considère que M. Selami était debout, qu'il était frappé par son agresseur avec la hachette au visage. Il est tombé sur le dos. Son agresseur s'est ensuite acharné sur lui avec la hachette. Il a ensuite retourné le corps. Il a pris le couteau de cuisine et il a tenté une décapitation. On sait également que M. Selami n'a pas eu le temps de se défendre. Il ne s'attendait pas à cette agression. Il n'a pas mis ses mains devant lui. Aucune trace de lésion de défense, ni sur ses mains, ni sur ses bras. L'analyse des objets saisis sur la scène de crime ne donne rien. Pas la moindre empreinte digitale sur la hache ou sur le couteau. Pas d'ADN non plus, puisqu'à l'époque, cette technique n'en est encore qu'à ses balbutiements. Les policiers se plongent donc dans la vie de la victime. Mon père est venu en France très jeune, il a fait son armée en Allemagne. On est issu de famille de commerçants, plus bar, restaurant, hôtel. Et nous, on est arrivés dans les années 70 pour... il nous a fait venir. Et à quoi elle ressemblait, sa vie en France?
Quand on est arrivé en France, il y avait beaucoup de travail. Toujours marché à plein pot. Il était marié, votre père? Oui. Il avait beaucoup d'enfants. On était une famille nombreuse. On était 9. Une famille nombreuse, un café où se retrouvent tous les soirs les ouvriers de la Peuge, comme on dit à Sochaux. Une vie tranquille jusqu'au soir du 16 novembre 98. La question, c'est de savoir quel avait été l'emploi du temps de M. Selamy à partir du moment où il a quitté son bar aux alentours de 20h30, pourquoi il était monté de Sochaux à Belfort et surtout, qui lui avait servi de taxi. N'ayant pas le permis, ses déplacements étaient toujours faits avec des copains ou des copines. Et des copains ou des copines, Mohamed Selamy en avait beaucoup. Élégant, bon vivant, il aimait sortir tout en restant discret sur ses virées nocturnes. Il aimait bien les femmes, ça c'est une chose, les dames galantes, il allait les voir assez fréquemment, et notamment à Belfort d'ailleurs, où il fréquentait quelques bars, où il allait les retrouver. Ce sont des bars où il y a une population très mouvante, où il y a de nombreuses filles, où ça discute, où on boit. C'est des bars de nuit. Ce sont souvent des femmes intéressées, des femmes entretenues, des femmes qui vont essayer de soutirer, de pigeonner en définitive, les hommes qui fréquentent ce type d'établissement. Cette double vie, jalonnée de conquêtes féminines, serait-elle à l'origine du meurtre de Mohamed Selamy? Un rival jaloux a-t-il fait le ménage à coups de hache? À cette piste passionnelle s'en ajoute une autre. C'est un gars qui avait son coffre-fort sur lui. Il se promenait avec à peu près 15 à 20 000 francs de l'époque en permanence. Tout le monde le savait. Il prêtait de l'argent un petit peu à droite et à gauche à ses amis, bien entendu. Hein. Il n'était pas un banquier ouvert. Cet argent, Selamy le conservait en liasses de billets de 500 francs, roulés et glissés dans la poche arrière de son pantalon. D'après sa femme, il en portait une sur lui le jour du meurtre. Il s'est avéré qu'on n'a pas trouvé d'argent, ou très peu d'argent dans ses poches, le jour où on l'a découvert. En clair, il a été détroussé. D'où lui venait cette habitude de transporter ses économies avec lui? Écoutez, avant, ça se passait comme ça. Mon père, il avait une habitude, en fait, de mettre la plupart de l'argent, il le mettait toujours à l'arrière, à la poche arrière, droit ou gauche. Bon, il n'y avait pas des grosses, énormes sommes non plus. Hein, il gardait, par exemple, la recette du jour ou de la veille. C'était pas dangereux, ça? Non, avant, c'était pas si dangereux que ça, puisqu'on n'a jamais eu aucun souci. Il n'a jamais eu aucun problème avec ça? Non. Personne n'a essayé de lui voler non, pas du ses tout. économies? Non, pas du tout. Comme la plupart des gens qui le côtoyaient dans le café, ils savaient très bien qu'il avait, un peu d'argent, du moins de l'argent dans ses poches. Et voilà, et à un moment donné, quand il y en a qui lui demande de lui prêter, rend service aux gens, voilà, il prêtait de l'argent. Il aimait bien rendre service. C'est ce qui peut-être qu'il lui a joué un tour, peut-être aussi, on ne sait pas. Les policiers font la tournée des bars que fréquentait Mohamed Selamy. Et ils obtiennent un renseignement intéressant grâce au négatif retrouvé à côté du corps. Le négatif a été développé et présenté à diverses personnes, et notamment à la tenancière d'un bar, qui a reconnu 2 personnes, dont une prénommée Miassa. Cette Miassa habite dans le quartier des Résidences, tout près de la scène de crime. C'est une bonne amie de Mohamed Selamy. La police fait donc un tour chez elle.
La perquisition nous a permis de retrouver assez rapidement une photo qui correspondait exactement à celle que nous avions fait développer à partir du négatif. Une photo de groupe avec Miassa, mais pas Selami. Qu'est-ce que son négatif faisait sur la scène de crime? Elle ne sait pas pourquoi ce négatif est arrivé là. Alors évidemment, elle nie avoir participé au crime en question. On a retrouvé d'autres choses intéressantes, à savoir une paire de chaussures qui était tachée, et les taches en question pouvaient correspondre à du sang. Et ce n'est pas tout. Les policiers découvrent aussi un jean taché sur le bas des jambes. Miassa est placé en garde à vue, tandis que les policiers vont chercher son petit ami. Cet amant a été interpellé. Dans ses objets, lors de la mise en garde à vue, on trouve des billets de 500 francs, dont un également avec une tache rouge. Donc, on lui demande des explications, c'est très intéressant pour l'enquête. Il s'agit de paiement d'un contrat qu'il a fait, parce qu'il fait de la maçonnerie, pour un client pour lequel il travaillait au Black, dans la région. Et cette personne-là confirme bien que par 2 fois, elle lui a remis une certaine somme en billets de 500 francs. Les taches sur le billet, le jean et les chaussures, de la peinture, tout bêtement. Quant aux négatifs photos, Miassa ne sait pas comment ils se sont retrouvés sur le parking. Elle est donc relâchée avec son amant. Fausse piste. Après 4 mois d'enquête, les policiers sont dans le flou le plus complet, en fait. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, Frédéric. Ils n'ont rien sur le taxi de Mohamed Selami, sur celui ou celle qui l'a accompagné à Belfort et qui a peut-être joué un rôle dans le crime. Ils n'ont rien sur l'emploi du temps du cafetier à Belfort ce soir-là. Ils n'ont rien du tout sur le tueur du parking. Et le 3 mars 1999, ça recommence. Une nouvelle attaque à la Hachette, mais cette fois-ci, pas à Belfort, à Sochaux. C'est une patrouille de Montbéliard qui reçoit l'ordre de se rendre avenue du Général Leclerc à Sochaux. Un homme, surnommé Max, s'est réfugié au bar du commerce, le café de la famille Selami. Il explique qu'il vient de se faire agresser dans la rue à coups de hache. Il était très choqué. Effectivement, il avait du mal à expliquer ce qui s'était passé. Visiblement, il venait de subir un traumatisme très, très important. Max souffre de blessures extrêmement graves et importantes, puisque l'une se situe donc à l'arrière ici du crâne. Elle mesure 10 cm, ce qui est quand même relativement important. Et la seconde, eh bien, c'est une blessure ici au niveau du front, 8 cm. Sur le motif de cette agression, le blessé reste muet. Mais avant d'être pris en charge par les secours, il a fait une confidence au client du café. Il aurait plus ou moins désigné son agresseur par un surnom, Bouraba. Bouraba, le surnom de Mohamed Fallé, un ouvrier fondeur de l'usine Peugeot de Sochaux. L'homme a 55 ans, c'est un habitué du café du commerce. Bouraba est en fuite, on ne sait pas où il est. Il a disparu à la suite des violences qui ont été portées sur Max. Bouraba loge dans une chambre au-dessus du café d'à côté. Les policiers s'y rendent aussitôt. Ils ont constaté tout de suite, dans l'entrée de l'immeuble, des premières traces de sang. Ils ont suivi des gouttes qui s'étaient répandues sur le sol dans les marches d'escalier, ce qui les a conduits, comme le petit Pousset, qui les a conduits jusqu'à la porte d'un appartement. Et il y avait une flaque de sang beaucoup plus importante qui s'écoulait par-dessous la porte.
Et en poussant la porte, les policiers découvrent des indices qui font douter de la version de Max. Il est découvert une casquette de sport là, qui présente 2 entailles importantes au niveau de la coiffe. Donc, ensuite, on trouve des cheveux noirs. Clairement, l'agression avait été commise pour nous, là c'était évident, dans l'appartement et non pas dans la rue à proximité. Le lendemain, les policiers réinterrogent Max sur son lit d'hôpital. Il est encore très choqué, mais il n'en démord pas. Il a bien été agressé dans la rue. Il reste sur sa version. Donc Max nous déclare que la casquette a dû être amenée par Fallet dans la chambre. Concernant les cheveux, bon, ils étaient sûrement sur la casquette. Et le sang, on n'a pas vraiment d'explication. Les premières impressions, c'est que c'est une histoire, c'est une embrouille entre 2 personnes, c'est une bagarre, quoi, grosso modo. Une bagarre avec des moyens pas habituels, on se bat à coups de hache, mais c'est très confus. Max se réfugie dans votre café alors qu'il vient d'être agressé par un certain Bouraba. Vous pensez qu'il peut y avoir un lien avec la mort de votre père? Je n'ai pas pensé tout de suite à ça. C'est seulement le lendemain, 2 jours après, je me suis posé la question. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti au commissariat de Belfort pour leur dire, voilà, je pense qu'il y aurait un lien avec Bouraba. Et votre père, il le connaissait, ce Mohamed Fallet? Oui, il le connaissait. C'était un client, c'était un locataire à la base. Il est resté des années chez nous. Et puis, quand j'ai repris le café de mon père, quelques temps après, il y avait un impayé au niveau des loyers. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il quitte les lieux. Et c'est là qu'il est parti chez mon voisin. Et il vous en voulait de ça? Non, il n'était pas content. Mais bon, après, il n'y a pas eu plus que ça. Non. Alertés par Saïd Selami, les policiers de Belfort se montrent bigrement intéressés par cette nouvelle affaire de hache. Voilà 4 mois qu'ils n'ont rien, alors pas question de laisser passer un suspect. On est dans la proximité immédiate de M. Selami. C'est-à-dire que cette proximité que nous essayons d'établir avec une femme, avec un taxi bénévole, là, cette proximité s'impose à nous. Mohamed Fallet est maintenant dans le viseur de 2 services de police. Celui de Belfort, qui le verrait bien dans le dossier Mohamed Selami, et celui de Montbéliard, qui le recherche activement depuis l'agression de Max. Donc on va chez Peugeot, on n'a pas de trace de sa présence au sein des établissements Peugeot. On a fait tous les débits de boissons de la circonscription et les foyers où on savait qu'il avait été hébergé, où on savait qu'il avait des contacts, mais on n'a pas pu trouver Bouraba. Mohamed Fallet reste introuvable. Mais les policiers de Montbéliard n'en ont pas fini avec les affaires de hache. Moins de 2 jours après l'agression de Max, ils reçoivent un appel paniqué d'un habitant de Sochaux. Nous sommes informés que ce qui pourrait être un corps aurait été découvert dans une benne à gravats d'une maison en rénovation. Dans un premier temps, on s'est dit, bon, on va aller voir, mais à mon avis, c'est pas un corps humain, c'est des restants d'animaux, c'est des choses comme ça, donc on va pas... voilà, on n'était pas inquiets. Mais quand on est arrivé sur place, force a été de constater qu'effectivement, c'était une jambe humaine qui sortait du sac poubelle et pas des restants d'animaux, c'était clair. Là, on est extrêmement surpris. On est vraiment confronté à quelque chose de totalement hors du commun.
Et on constate très rapidement que l'ensemble des sacs contient un corps qui est complet. On a tout. C'est le corps d'un homme qui a été démembré et empaqueté dans 5 sacs poubelles méticuleusement noués entre eux. Des sacs entassés dans le jardin d'un quartier pavillonnaire de Sochaux. À la morgue de l'hôpital de Montbéliard, les policiers et le médecin légiste procèdent à un premier examen sommaire. On s'intéresse à la tête parce que là, il y a 2 blessures qui sont très caractéristiques. C'est des blessures très profondes et très franches qui ont été faites avec ce qu'on appelle un instrument contondant qui peut correspondre à une hache. C'est ce que nous dit le médecin légiste, c'est vraisemblablement une hache. Encore une hache. Immédiatement, on commence à faire la relation avec l'agression du dénommé Max. On a un tueur dans la nature, on se dit que le type, en 3 jours, il s'en est déjà pris à 2 personnes, on se demande jusqu'où ça va aller. Donc là, il y a quand même urgence. L'homme des sacs est rapidement identifié. Ses papiers d'identité sont retrouvés sur lui. Il s'appelait Abdelkader Chamrouki. Il avait 60 ans, un tout jeune retraité de Peugeot. Sa famille avait signalé sa disparition à la police 3 semaines plus tôt. Oh ben là, on est anéantis, tous. C'est vraiment... on n'y croirait presque pas. On se disait, c'est pas possible. Ouais, on apprend dans quelles conditions ils l'ont trouvé. C'est vraiment... c'est insupportable, On se demande si c'est vrai. Mon papa, c'était une grande personne, c'était un homme merveilleux qui aidait son prochain. Voilà, il était très serviable. Et je pense aussi que ça a peut-être causé... ça lui a causé du tort peut-être d'être aussi gentil, aussi serviable. Dominique, qu'est-il arrivé à M. Chamrouki? Il a reçu des coups de hache au visage et il a été ensuite décapité. Son corps a été découpé post-mortem de façon très nette à l'aide d'un couteau de boucher et sa tête a été coupée en dessous de la seconde vertèbre cervicale. C'est le même médecin légiste qui a autopsié le corps de Mohamed Selami. Est-ce qu'il a remarqué des similitudes? Oui, dans le mode opératoire, il y a des similitudes. Et dans la tentative de décapitation chez M. Selami et dans la décapitation chez M. Chamrouki. À chaque fois, la découpe est juste en dessous de la deuxième vertèbre cervicale. Et puis, il y a aussi les coups qui sont portés au visage avec la hache. C'est un droitier qui a fait ça. Il a frappé comme ça et les 2 victimes ont des coups sur la partie gauche du visage. Donc, même mode opératoire. Évidemment, pour les policiers de Montbéliard et de Belfort, ils pensent qu'il peut s'agir du même auteur et que cet homme, c'est Mohamed Faleh. Les policiers de Montbéliard sont aux trousses de Mohamed Faleh depuis 3 jours, quand, surprise, l'homme débarque tout seul. Tout bêtement, alors qu'on s'y attendait pas du tout, Faleh se présente au commissariat en disant « Vous me recherchez pour une histoire de bagarre » parce que c'est comme ça qu'il présente la chose. Eh bien voilà, je viens m'expliquer. Et je pense que lui ne sait pas encore qu'on a retrouvé le corps de Chamrouki. Donc il vient uniquement, lui, se présenter dans l'affaire initiale, qui est l'affaire Max. C'est le comportement normal de quelqu'un qui se considère comme victime dans cette affaire, qui a mis peut-être un peu de temps pour se présenter, mais vaut mieux tard que jamais. Aussitôt placé en garde à vue, Faleh explique comment sa rencontre avec Max s'est terminée à coups de hache. La version de Faleh, en fait, c'est de dire qu'il n'est pas l'agresseur, mais l'agressé, et que c'est Max qui est entré chez lui avec une hache pour le frapper.
Il est tombé, il a perdu la hache, et donc fallait la ramasser pour se défendre. Il en a asséné 2 coups à Max et il s'est sauvé. De dire j'ai été agressé à mon domicile sans mobile, sans motif, par quelqu'un que je connais pas, a priori on est quand même sceptique, ça paraît un peu farfelu. On ne comprend pas pourquoi une victime se serait sauvée alors qu'elle vient de neutraliser son agresseur, qu'elle abandonne la hache et qu'elle disparaît 3 jours dans la nature. Mais Fallet s'en tient à cette version. Il a bien agi en état de légitime défense. Fallet, il est imperturbable. On a l'impression que ce type n'a aucune émotion, aucune. Il est là, il écoute, même quand on lui dit que sa version n'est pas crédible, il dit si, ça s'est passé comme ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un dans cet état-là, d'un calme total. Une bagarre donc. Les policiers connaissent la chanson « 2 hommes, 2 versions ». Mais pour une fois, les choses sont un peu plus originales. Ils ont la ferme intuition que la victime, c'est bien Max, mais que Max ment. Alors, ils vont lui mettre la pression en le plaçant lui aussi en garde à vue. Placé en garde à vue parce qu'on pense qu'il y a une dénonciation qui est mensongère et qui entraîne d'inutiles recherches. Et qu'on n'a pas de temps à perdre avec cette affaire-là, d'autant plus qu'on sait qu'on a le cadavre de Abdelkader Chamrouki sur les bras. On lui dit clairement les choses, on lui dit qu'on n'y croit pas. On lui dit que maintenant il faut nous dire la vérité, on lui dit qu'il faut qu'il s'explique parce que sinon on ne pourra pas écrouer Fallet. Il a pris conscience que finalement il aurait très bien pu se retrouver lui aussi découpé en morceaux dans des sacs poubelles et jeté sur un tas de détritus. Et ça l'a beaucoup fait réfléchir. Et il a fini par nous dire ce qu'il en était. Penaud, Max avoue que Fallet lui a tendu un piège. Il l'a appâté en lui proposant de lui vendre du cannabis à très bon prix. Max en a commandé pour 3500 francs. Il espérait attirer chez lui Max avec de l'argent plein les poches pour le dépouiller, tout simplement. Et Max est en confiance, donc il se pense qu'il va faire une bonne affaire. Après s'être assuré que Max avait l'argent, Fallet a inventé un stratagème pour détourner son attention. Avec un vieil annuaire. Fallet à ce moment-là lui dit « Écoute, le shit, je l'ai pas là, il est chez quelqu'un que je connais comme ça, mais je vais l'appeler et il va nous l'amener. Il dit par contre, je connais pas son numéro, est-ce que tu veux pas regarder dans l'annuaire pour trouver le numéro de cette personne et puis je l'appelle pour qu'il vienne ?» Et là, il reçoit sur la face arrière du crâne un premier coup. Il se retourne vers Fallet, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, Fallet a cette attitude horrible qui, je crois, restera marquée dans l'esprit de Max toute sa vie. Il a mis son doigt sur ses lèvres, il l'a fixé, il lui a fait « chut ». Et à ce moment-là, il lui assène le second coup sur le front. Max aurait alors trouvé la force de se relever et de s'enfuir pour se réfugier au Café du Commerce. Pourquoi Max n'a pas dit tout de suite la vérité ? Parce que tout simplement, il y avait un trafic de stupéfiants à la clé. Il savait que ça pourrait le conduire à des poursuites et puis à des sanctions bien évidemment pénales. Les policiers ont eu le nez creux. Max leur a bien servi un gros mensonge. Mais si les choses sont maintenant claires de son côté, elles sont toujours aussi bancales côté Fallet. Et le bonhomme ne montre toujours pas le moindre émoi. On a 2 versions qui sont plutôt invraisemblables. On a un qui a menti, peut-être le deuxième aussi. Je parle de mon client. Tout cela est confus, il n'y a pas de témoin. Oui, pourquoi pas un match nul ? Match nul avec Max, dit l'avocat de Mohamed Fallet. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Bien sûr que non.
C'est exactement le contraire. Ce que nous dit le légiste, c'est que le premier coup est compatible aussi bien avec la version de Fallet que celle de Max. Le deuxième, en revanche, est incompatible avec la version de Fallet. Pourquoi ? Parce que c'est un coup qui vient du haut vers le bas. Dans la version de Fallet, le deuxième coup, il le porte alors qu'il est debout face à Max. Ils font la même taille, et donc la blessure que Max aurait dû recevoir aurait dû être beaucoup plus sur le front. L'autre élément qui est important aussi, c'est les traces de sang. Vous voyez des traces de sang sur le battant intérieur de la porte. D'accord ? La seule possibilité qui soit compatible avec ce constat, c'est que la porte était fermée. Or, dans la version de Fallet, la porte, elle est toujours ouverte. Et puis, il y a un troisième élément qui, pour moi, est le plus fort en réalité. C'est Max lui-même. C'est la manière dont il se comporte. D'ailleurs, quand on commence la version de Fallet, Fallet dit « Max, il essaie de pénétrer chez moi, il trébuche, il tombe par terre. Et là, je lui porte le premier coup. Et là, Max me dit « Monsieur le juge, je refuse de me mettre à genoux devant lui. Vous entendez, je refuse. » Pour vous, ça ne peut pas être une bagarre. À la hache. Une bagarre à la hache. C'est pas très sérieux tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Elles sont étonnantes d'ailleurs, ces photos de la reconstitution, hein, parce que Fallet semble jouer un jeu, il semble indifférent. Il accepte aussi de jouer intégralement la version qui est donnée par Max. Et en particulier, cette scène qui est absolument surréaliste, où avant de frapper Max pour la deuxième fois, il le regarde dans les yeux. Il tient sa hache de la main droite et avec son doigt, il lui fait « chut ». Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? La maîtrise qu'il a, Fallet, à ce moment-là, chut, comme un enfant. Chut, je vais te tuer. Et il lui porte le deuxième coup. Et comment vous Et à ce moment-là, Max me dit « Monsieur le juge, j'ai cru voir le diable à ce moment-là. Et je pense en effet qu'à cet instant, Max a vu le diable. » Et vous avez aussi un autre élément, c'est l'annuaire. L'annuaire qu'il a posé sur la table alors qu'il n'a pas le téléphone. D'accord ? Qu'est-ce que ça lui permet de faire à Fallet ? Ça lui permet de frapper Max par derrière. Donc la préméditation, elle est parfaitement établie. Et d'ailleurs, il est mis en examen, non pas pour une tentative de meurtre, mais pour une tentative d'assassinat. Mohamed Fallet est aussitôt incarcéré, mais il n'en a pas terminé avec les interrogatoires. Les policiers de Montbéliard veulent surtout l'entendre sur l'affaire prioritaire du service, le meurtre à la hache d'Abdelkader Chamrouki, l'affaire des sacs poubelles. Visiblement, il ne s'attendait pas du tout à être interrogé sur cette affaire-là. Il n'a pas lu la presse, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé, il ne sait pas qu'on a retrouvé le corps. Il a entendu pour une affaire de meurtre ou d'assassinat et de recel de cadavres, et ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Fallet reste dans le même registre que celui de sa première garde à vue, le déni, le flou ou le silence. Quand on lui parle de Chamrouki, ça ne lui évoque rien, il ne connaît pas. Quand on lui présente la photo, il dit tiens, oui, effectivement, je le connais un peu. Il tenait un bistrot il y a 20 ans avec une dame où j'allais de temps en temps. Et donc, effectivement, on se connaissait de là. Mais sur ces derniers temps, on ne se fréquentait plus. La défense de M. Fallet a toujours été très claire. Je n'ai pas tué M. Chamrouki. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Tout ça, c'est pas moi. Les policiers ont pourtant de bonnes raisons de penser que c'est Fallet qui a tué Chamrouki à coups de hache. Parce que les sacs poubelles, ils les ont bien fouillés. Et ils étaient bourrés d'indices. On trouve une serpillière qui, au vu de son état, a très probablement été utilisée pour éponger le sang.
On trouve plusieurs feuilles de papier sopalin un petit peu particulières, avec des décors de Noël, et puis une facturette d'un magasin Super U, apparemment le Super U de Sochaux, où on avait acheté avec ce ticket des sacs poubelles et puis une bouteille d'eau de Javel d'1 litre. Un inventaire qui colle parfaitement avec ce que les policiers ont découvert chez Fallet. On a retrouvé une serpillière qui était en tout point similaire à celle qu'on avait retrouvée dans les sacs poubelles, qui avait servi à éponger le sang. On trouve aussi des sacs poubelles qui étaient similaires aux sacs poubelles qui avaient servi à envelopper les restes de M. Chambrouki. Et ce n'est pas fini. Visiblement, Fallet aime aussi les motifs de Noël sur le papier essuie-tout. Et chez lui, il y a une bouteille d'eau de Javel de marque Lacroix, identique à celle qui figure sur la facturette du Super U. Tout s'assemble, tout s'emboîte, tout s'imbrique. Voilà. Il nous manque l'élément indiscutable, je dirais. Pour l'instant, on a un faisceau d'indices, mais effectivement, toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. C'est des éléments qui sont accablants. De dire comment il va expliquer qu'on a retrouvé tout ça, des choses qui viennent manifestement de chez lui, qui viennent de son domicile, qu'on retrouve ça avec le cadavre. Je veux dire, sa défense, elle est très rustique. C'est pas moi, j'ai rien fait, je comprends pas ce qu'on me veut. Qui n'a pas des sacs poubelles chez lui? Qui n'a pas de l'eau de Javel chez lui? Tout le monde. Donc, c'est d'une banalité extrême. Mohamed Fallet en reste donc là, sa garde à vue tourne court. Retour en prison. Les policiers doivent se contenter de leurs indices et essayer de trouver eux-mêmes le mobile du crime. Un mobile qu'ils cherchent dans la vie de Fallet, ses habitudes, ses fréquentations. Quand ils commencent leur enquête, les policiers ont d'abord droit à un flot d'éloges. Mohamed Fallet, un homme tranquille, qui a quitté sa terre natale du Maroc en 70, il avait 26 ans. Comme de nombreux compatriotes, il a laissé femme et enfants au pays pour trouver du travail en France, à Montbéliard, la ville, après la campagne. Mohamed m'avait dit qu'il avait des terres, qu'il faisait de l'agriculture, que ça lui manquait, que sa famille, son épouse, ses enfants lui manquaient donc par ses absences, par ses éloignements. Mohamed Fallet est embauché aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard. À l'époque, le plus grand site industriel d'Europe. Le site de Sochaux employait plus de 40 000 salariés. Et aujourd'hui, on est à peine au-dessus de 10 000. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens partout. Dans l'usine, dehors, c'était foisonnant. C'était une sorte de Far West, des cafés partout. C'était très vivant, c'est toute une période qui a complètement disparu. Fallet travaille de nuit en fonderie, un atelier où étaient fabriquées des pièces pour les moteurs automobiles. La fonderie, c'était un travail très pénible puisqu'on avait des températures de fusion qui allaient jusqu'à 1510 degrés. Donc travail difficile avec une ambiance de camaraderie où tous les gens s'aidaient. Mohamed Fallet, c'était un ouvrier très coopératif, qui bossait très très bien, qui était égal à lui-même, qui avait un tempérament calme, pas impulsif, de douceur. De temps en temps, il passait sur le coup des 15 heures avec un gâteau. S'il faisait beau, on s'installait sur la terrasse et buvait le café, on mangeait le gâteau. S'il y avait mes enfants, il prenait, je me rappellerai toujours de ça, il prenait mes enfants sur ses genoux, mon garçon, ma fille, et puis on discutait
du payé, des collègues de travail, comme on fait souvent. Je pourrais dire qu'on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession. Ouvrier modèle à la vie réglée par le travail en usine, l'homme s'évade entre deux coulées de fonte grâce à une passion coûteuse. Le jeu. 300. On lance à 300. Doublé. Mais ni roulette, ni blackjack pour Fallet. Son dada, c'est le café PMU, les tripots clandestins, le poker. Il jouait. Quand on le voit arriver, ça sentait la belle partie, la belle grosse partie où les écarts vont se faire, une partie où il faut que ça saigne. Et avec Bouraba, ça saignait. Clavis, 1500 s'il vous plaît. Voilà. Merci. Allez. Option. Suivi. Ça fait 1005. 1005 en tout. Il lui arrivait de faire des belles grosses parties et parfois sa paye pouvait y passer. On joue, vous discutez là. Ah, la droit de réfléchir. On lance à 300. Je me couche. J'ai 1000 en tout. Ah, c'est une belle partie. 500. C'était pas un très bon joueur, vous savez. C'était pas un bon joueur de cartes. La couleur. Mais il trichait, il savait tricher, il savait le faire. Au poker, les cartes les plus importantes, ce sont les as. Et il voulait sortir de la manche comme un magicien qui sortirait un lapin de son chapeau. Et il les servait et il gagnait comme ça, Après, ça a changé parce que tout le monde l'avait à l'œil. Il ne pouvait plus tricher. Démasqué par ses partenaires de jeu, Fallet se met à perdre. De plus en plus. Il s'endette et doit de l'argent à tout le monde. S'il venait vous emprunter de l'argent, il avait la façon de faire. Il avait une voix, j'allais dire suave, mielleuse. Il a sa façon de demander. Et c'est toujours urgent, c'est toujours un besoin vital et on ne peut pas le refuser. On ne le refuse pas. C'était un homme d'honneur, c'était un homme de parole. Vous lui prêtez de l'argent, si vous dites à la fin du mois, vous êtes tranquille, à la fin du mois, il vous remboursait. Un joueur a toujours l'espoir de se refaire. Et il était comme ça aussi, comme tous les joueurs. Toujours espoir de se refaire et puis de faire table rase, de rembourser tout le monde. Mais le jeu se conjugue bientôt à une autre passion tout aussi coûteuse. Je ne sais pas si on peut parler d'addiction par rapport aux femmes, mais les femmes, c'est son truc. Il a des arguments, Bouraba. Ah oui, il a des arguments. Bouraba, c'est un gars qui est très souriant. Quand Bouraba dit oui, une femme, je ne sais pas si elle dit non. Il a recours à ce qu'on appelle des michetonneuses, c'est des femmes qui sont plutôt ce qu'on appelle des femmes entretenues. C'est moyennant petits cadeaux. Ça, c'est son mode de vie, il vit que comme ça. Ce sont des filles avec qui il faut être gentil. Il faut les emmener au Jean Casino, Leclerc, remplir le caddie. Remplissez le frigo pour 10 jours, puis un petit électroménager dans le caddie, ça faisait de mal à personne. Et puis ça marchait comme ça. Les femmes et le jeu. Fallet s'enfonce dans la spirale de la dette. Les poches vides, l'ouvrier laisse des ardoises partout où il passe. On trouvera au domicile de Bouraba des documents et un jugement du tribunal de Montbéliard attestant que ce dernier doit à des organismes de crédit plus de 150 000 francs. Fallet, il doit de l'argent à tout le monde. Il doit de l'argent aux gens avec qui il joue aux cartes. Il doit de l'argent à son bailleur.
Il doit de l'argent pour vivre au quotidien, il doit de l'argent pour aller voir les femmes. Donc Fallet, il est pris à la gorge, il a besoin d'argent, il lui faut de la fraîche. On ne lui prêtait plus aussi facilement. Parce qu'il avait de plus en plus de mal à rembourser. Et ça se savait. C'est peut-être ça qui l'a poussé à commettre des bêtises. L'argent. Comme pour Max, ce serait ça, le mobile du meurtre d'Abdelkader Chamrouki. Quelque temps avant que son corps ne soit retrouvé dans des sacs poubelles, un témoin l'avait vu gagner aux courses. Ce témoin, dans son audition, nous raconte qu'il a vu M. Chamrouki dans ce PMU. Il venait de gagner aux courses, entre 5 ou 6 000 francs, il n'a pas pu être plus précis que ça. Et quand je l'ai vu, il discutait avec Bouraba. Fallet était parfaitement au courant qu'il avait de l'argent. Donc ça a pu être le mobile de l'assassinat de Chamrouki. Moi, je suppose qu'il lui a prêté une certaine somme d'argent que Bouraba n'a pas voulu lui rendre et que ça s'est terminé malheureusement dramatiquement, comme ça s'est terminé. Il tue de manière utilitaire, c'est tout, il tue. Il a besoin d'argent, vous avez de l'argent, il vous tue. Dans le dossier Chamrouki, vous avez un mobile, vous avez des indices, mais il vous manque une preuve quand même, celle que les deux hommes se sont croisés. Jusque-là, on n'avance pas dans ce dossier. On n'avance plus. Et donc, je reprends ce dossier que je connais déjà par cœur, et puis ensuite, je regarde la liste des scellés, les uns après les autres, et j'arrive sur le scellé numéro 22. C'est quoi le scellé 22 ? Le scellé 22, c'est une tache noirâtre qui a été retrouvée dans le fond de l'armoire chez Fallet. Les policiers ont eu la présence d'esprit de gratter cette tache et d'en faire un scellé. Donc j'envoie le scellé 22 au laboratoire de police scientifique de Lyon, Madame Paléologue, qui me rappelle un mois plus tard, qui me demande si je suis bien assis sur ma chaise. Elle me dit, Monsieur le juge, c'est le sang de Chamrouki. Vous avez donc la preuve. Là, j'ai la preuve et je le mets en examen. Vous êtes sûr que l'armoire ne peut pas avoir appartenu à M. Chamrouki, Impossible. par exemple ? Parce qu'elle a été livrée neuve et encore dans son emballage. Et M. Fallet, comment il explique cet ADN chez lui ? Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne dit rien, il ne comprend pas. Et à un moment donné, il s'énerve. C'est la première fois que Fallet s'énerve. Je ne l'avais jamais vu s'énerver jusque-là. Il me regarde dans les yeux, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Il me dit, Monsieur le juge, si je mens, coupez-moi la tête. Et là, à ce moment-là, j'ai vu l'autre Fallet. J'allais dire le vrai Fallet. Celui que ses victimes ont vu. Ça a duré une seconde, une fraction de seconde. Et ensuite, il s'est refermé, le regard s'est éteint, c'est fini. Et vous alors, vous avez répondu quoi ? J'ai répondu n'importe quoi du tac au tac. Je lui ai dit, désolé, c'est plus possible. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui était important, c'est de voir à ce moment-là Fallet qui baisse la garde et qui devient ce qu'il est, ce qu'il était au moment où il a tué ses victimes. Les soupçons qui pèsent sur Mohamed Fallet s'ébruitent vite au palais de justice de Montbéliard, où tout le monde suit de près l'enquête sur le tueur à la hache. Et l'affaire remue les souvenirs d'un autre juge qui exhume l'un de ses vieux dossiers. Il s'agit du meurtre non élucidé d'une femme de 82 ans, Anna Ratti. Un crime
survenu 3 ans avant les meurtres de Chamrouki et de Selami, le 29 septembre 1995 à Audincourt, près de Montbéliard. C'est un enfant qui, en jouant, a laissé le ballon rouler dans la propriété de Madame Ratti. Quand il a aperçu les jambes de la dame dépasser du véhicule, s'est approché, il a vu que la dame ne bougeait plus. On constate qu'il y a 7 blessures apparentes et la forme de ces blessures laisse supposer que ce sont des plaies qui ont été causées par une arme blanche. Une arme à peine cachée sous un carton de vêtements. Un couteau de boucher, un couteau à découper, d'une longueur de 27 cm, dont la lame est tachée de sang, nous apparaît comme étant probablement l'arme du crime. Les policiers qui enquêtent à l'époque sur ce crime découvrent aussi le sac à main de la victime. À l'intérieur, le bordereau bancaire d'un retrait de 15 000 francs, 2 300 €, effectué le jour même à la BNP d'Audincourt. Une somme que Madame Ratti a retirée pour payer la pierre tombale de son mari. Alors l'hypothèse que nous faisons aussitôt, c'est que un client de la banque ou une personne qui était présente dans la banque qui a vu Madame Ratti se faire remettre une somme de 15 000 francs, vraisemblablement l'a suivi jusqu'à l'assassiner. Les policiers récupèrent donc les bandes vidéo de la banque. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un client qui est entré et sorti 2 fois de la banque, précisément pendant la période où Madame Ratti était à la banque. Et ce client, les employés de la banque le connaissaient. Il s'appelle Mohamed Faleh. Les policiers présentent donc sa photo à un voisin d'Anna Ratti qui avait vu un homme rôder dans l'impasse le jour du crime. Bingo. Alors il désigne Monsieur Faleh, Mohamed, dit Bouraba, avec beaucoup de réticence et en manifestant que cet individu lui fait très peur. À l'époque, Faleh est aussitôt placé en garde à vue. 4 ans avant les affaires de Max et Chamrouti, c'était une première pour lui. On a très peu de prise sur lui parce qu'il ne réagit pas. Il se sent peut-être tranquille, peut-être qu'on arrive presque à penser qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire parce qu'il garde un comportement très distant vis-à-vis des questions qu'on lui pose. Pour en avoir le cœur net, les policiers présentent Mohamed Faleh aux voisins d'Anna Ratti. Une présentation façon tapissage. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Le témoin manque de s'écrouler dans le commissariat. Il se met les mains au-dessus de la tête, il est parfaitement perturbé par la présence de cet individu à quelques mètres de lui, de l'autre côté de la glace Santin. Il désigne pas M. Faleh, il le désigne en disant « je refuse de le désigner ». Voilà le problème. La tuile. Le témoin refuse de se prononcer officiellement. Et comme les policiers n'ont rien d'autre contre Faleh, le juge d'instruction n'a pas le choix. Il n'existe pas suffisamment de charges graves, précises et concordantes qui permettrait d'envisager non seulement sa mise en examen, mais ensuite son placement en détention provisoire. Nous avons une certaine hantise de meurtrir un innocent ou de quelqu'un qui se révélerait innocent. À l'issue de cette première garde à vue en 1995, Faleh avait donc été remis en liberté. Une décision du juge logique.
Sur le plan du droit pur, sur le droit de la preuve, bien sûr que non, je ne regrette pas. Je veux dire que si c'était à refaire aujourd'hui, j'agirais exactement de la même façon et sans état d'âme particulier. Il va de soi que le seul regret que je peux éprouver est que peut-être que cela aurait empêché la commission des crimes qui lui ont été par la suite imputés. Mais 6 ans plus tard, la donne a changé pour le juge. Fallet a maintenant 3 autres affaires sur le dos. Max, Selami, Chamrouki. Une tentative d'assassinat et 2 morts. Il est évident que l'existence de ces crimes qui lui sont reprochés sont déterminants dans la prise de décision de sa mise en examen. On est quand même sous la pression de l'autre dossier. Et là, alors, on décide de le mettre en examen. Mais est-ce qu'il y a véritablement des éléments? Non, il n'y a pas d'autres éléments. Dominique, la justice rattrape Fallet dans le dossier Ratti, mais comme le dit son avocat, en fait, elle n'a pas plus de preuves qu'à l'époque des faits. Pas tout à fait, parce que quelqu'un va se manifester, un témoin inattendu. C'est un ancien co-détenu de Mohamed Fallet. Ils ont passé 4 mois dans la même cellule. Et cet homme, il écrit au procureur de la République et lui dit « Fallet m'a fait des confidences ». Il parlait jusqu'à 4 heures du matin et il m'a raconté qu'un jour, il avait vu une vieille dame sortir d'une banque. Elle avait retiré de l'argent. Il l'a suivie jusque chez elle et il l'a tuée dans la cave de sa maison avec un couteau. Et les autres crimes, est-ce que Fallet en a parlé également? Oui, il raconte qu'il a tué un homme comme un mouton, qu'il l'a découpé et qu'il a mis les morceaux de son corps dans des sacs. Et il raconte ça avec un luxe de détails, à tel point que son ancien co-détenu va dire « ça m'a donné la nausée ». Donc ça, c'est clairement l'évocation du meurtre d'Abdelkader Chamrouki. Et Fallet a aussi raconté comment il avait tendu un piège à Max pour le détrousser. Mais est-ce qu'il est crédible, ce détenu? Oui, pour le juge d'instruction, parce qu'il donne énormément de détails que seuls les policiers peuvent connaître, parce qu'ils n'ont jamais été divulgués dans la presse. Et Selami, est-ce que Fallet lui en a parlé alors? Fallet a évoqué le meurtre d'un cafetier de Sochaux, sans donner plus de détails que cela, mais ça fait clairement penser au meurtre de Mohamed Selami à Belfort en novembre 1998. On a un individu, Bouraba, qui connaissait bien la victime, qui était endetté et qui devait de l'argent à la victime. Et on a un mode opératoire quasi identique, une agression à la hache. Mais un mobile et un mode opératoire, ça ne fait pas une preuve de culpabilité. Les policiers cherchent donc encore. Le soir du meurtre, Selami a été vu vivant pour la dernière fois à 20h45 dans la rue, près de son café. Quant à Fallet, comme à son habitude, il était au café du commerce, à 2 détails près. Ce jour-là, il est arrivé plus tard que d'ordinaire, vers 22h, encore plus inhabituel. Il est resté jusqu'à la fermeture du café. Il regardait les gens qui jouaient aux cartes. Il a montré qu'il était là, présent, et qu'il ne pouvait pas être ailleurs pour vraisemblablement se constituer un alibi. Un collègue d'usine de Fallet permet d'affiner encore l'emploi du temps du suspect. Ce jour-là, il en est sûr, il lui avait prêté sa voiture. Il a remis son véhicule à M. Fallet sur le parking, devant les établissements Peugeot, en début d'après-midi, en lui disant « Écoute, je débauche ce soir, tu me rends la voiture à 9h30, 21h30, quand je débauche. » Et à 21h30, M. Fallet sera présent sur le parking. Il lui propose, en remboursement d'une dette, un billet de 500 francs. M. Fallet a la réputation de rembourser ses dettes, mais jamais avec un billet de 500 francs. Et donc il le remarque.
Et à la question, il est sordou, c'est 500 francs, M. Fallet met en avant un gain au PMU. Un gain qu'il aurait fait dans l'après-midi. Les vérifications qui ont été entreprises ont montré qu'il n'avait jamais gagné le jour du 16 novembre et les jours précédents aucune somme. Notre hypothèse, c'est que Fallet a emmené Selami à Belfort, qu'il l'a assassiné et dépouillé, et qu'il est rentré avec le véhicule qu'il a restitué à son propriétaire. Les policiers vérifient. Fallet avait bien le temps de faire l'aller-retour Sochaux-Belfort entre 20h45 et 21h30. Il est donc temps de l'extraire pour l'entendre sur l'affaire Selami. C'est sa 4e garde à vue, presque une promenade de santé. Les collègues de Montbéliard nous avaient prévenus et ça s'est passé comme on le redoutait. J'avais l'impression d'avoir en face de moi une porte de réfrigérateur. C'est blanc, c'est lisse, ça n'a pas de prise, aucune émotion. On regardait le temps qui passait à la limite. Parce que M. Fallet savait très bien qu'au bout des 48 heures, il allait retrouver sa cellule, sa routine, son déni. C'est rageant, c'est frustrant. Mais c'est comme ça. En 2001, les policiers sont persuadés d'avoir assez d'éléments pour pouvoir mettre en cause Fallet dans le dossier Selami, mais la justice ne suit pas. Comment vous expliquez que votre consoeur n'ait pas voulu mettre en examen? Écoutez, c'est un dossier que je connais évidemment moins bien que les autres. Je n'ai pas instruit ce dossier. J'ai demandé à la juge d'instruction de Belfort de se dessaisir à mon profit. J'ai le souvenir que le procureur de Belfort était d'accord d'ailleurs. Elle a préféré garder son dossier. Elle pensait qu'elle était mieux placée que moi pour continuer cette enquête. La non-mise en examen de M. Fallet, ça a été un petit peu une douche froide. On a un petit peu le sentiment d'un désaveu du travail qui a été effectué, un sentiment d'incompréhension. C'est ce qu'on appelle pudiquement des dysfonctionnements de la justice. C'est un ensemble de mauvaises appréciations, de mauvais jugements. On est à la limite de faute. Un point de vue que la défense ne partage pas, évidemment. Si le fait d'avoir un trou dans un emploi du temps, que deuxièmement vous avez des difficultés financières, ça fait de vous un suspect ou un assassin, ça pose un grave problème. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour le mettre en examen. Dominique, il en a de la chance quand même, Fallet, avec les juges d'instruction. Hein ? Oui, il en a eu dans le dossier Ratti, il en a dans le dossier Selami, mais il en aura beaucoup moins dans le dossier de Max et le dossier d'Abdelkader Chamrouki, parce qu'il va être renvoyé devant la cour d'assises, respectivement pour tentative d'assassinat et assassinat. Et son procès s'ouvre le 24 mars 2003, 4 ans après les faits. Après 4 ans de silence, 4 ans pendant lesquels Fallet a toujours refusé d'endosser le costume du tueur à la hache, les parties civiles arrivent pleines d'espoir. On attend déjà qu'il soit condamné. On y va aussi parce qu'on est une famille, qu'on est soudés, et qu'on veut savoir la vérité, puis qu'ensuite on puisse faire notre deuil. Mais dès l'ouverture du procès, Fallet fait comprendre qu'il n'a pas l'intention de s'expliquer et encore moins d'avouer. Cet accusé, effectivement, a une audace absolument indicible. Il présente une espèce de blindage caractériel qui fait qu'il ne peut pas et ne veut pas passer des aveux. C'est un système de défense dont je suppose qu'il sera maintenu et dont je pense qu'il est calamiteux.
Il est évident que cette attitude peut être ressentie comme cynique et méprisante et méchante, dirais-je, par la famille de la victime. On risque d'aller à l'abattoir. La tâche sera très rude, surtout avec quelqu'un qui, il faut bien le dire, est assez primaire dans sa défense. Le déni était global, massif et sans finesse. Une attitude que Max supporte mal, lui qui vit toujours comme un rescapé. Max a indiqué à la cour, il avait des yeux comme les yeux du diable, et ça me marquera, c'est une cicatrice que j'aurai à vie. Il dit d'ailleurs, Max, hein, j'ai senti dans son regard qu'il allait me tuer. Et c'était absolument sidérant que d'entendre dans la bouche de ce miraculé le récit de cette chose-là. C'était absolument, oui, c'est un grand moment de cour d'assises, si je puis ainsi m'exprimer. Un moment de tension qui tourne au duel. Il a eu le courage, lorsqu'il était à la barre, de se tourner vers Fallet, de le regarder dans les yeux et de l'interpeller un peu vivement comme ça, en lui disant mais tu vas dire la vérité, mais reconnais, dis-le que tu m'as mis deux coups de hache, dis la vérité. Et en face, eh bien, on a une attitude de Fallet qui est celle de planter lui aussi ses yeux dans ceux de Max et de lui dire « t'es un menteur ». Et Fallet se montre tout aussi dédaigneux et détaché quand la cour aborde l'assassinat d'Abdelkader Chambrouki. Lorsque l'accusation rappelle qu'une goutte de sang de la victime a été retrouvée dans l'armoire de l'accusé, Fallet crie au complot. Lui, la seule explication logique qu'il a, c'est dire non, c'est pas moi qui ai mis ça, c'est la police qui a mis ça. On m'a demandé de répondre là-dessus, le président m'interroge. À ce moment-là, j'ai reconnu, j'ai dit oui, effectivement, c'est moi qui ai déposé la trace de sang, et en plus, c'est nous, police, qui avons tué Chambrouki, et c'est nous qui l'avons découpé en morceaux, juste pour nous amuser. Ça a permis au moins de détendre un petit coup l'atmosphère, et puis de désamorcer le pétard dans le domaine des argumentaires ridicules. Et il affrontait tout le monde comme ça, la présidente, le parquet, partie civile, les témoins, inébranlable. Un roc, c'est pas moi. Qu'est-ce que je fais ici? Un mode de défense grotesque qui ne facilite pas la plaidoirie de Maître Bauer. L'avocat a déjà la difficile mission de réfuter le mobile du crime. Celui qu'on lui impute, c'est l'argent, quelques milliers de francs. Tuer quelqu'un pour quelques milliers de francs, je ne connais pas, personnellement, et en tout cas, ce n'est pas le genre et le profil de M. Fallet. La défense exploite ensuite les nombreuses zones d'ombre de l'affaire Chambrouki. Voilà quelqu'un qui était censé avoir massacré dans son petit studio un être humain, le couper en morceaux, le sang gicle de partout. Et quand la police arrive, elle a utilisé ce fameux réactif, le Blue Star, et il n'a rien donné, aucune trace. Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Est-ce que c'est bien M. Fallet? Voilà, on reste encore sur beaucoup de points d'interrogation. Je plaide l'acquittement avec conviction, malgré le fait que mon client m'a rendu la tâche encore plus difficile que je ne l'avais prévu. Après un délibéré assez court de 3 heures, la cour d'assises condamne Fallet pour assassinat et tentative d'assassinat à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Et Fallet a légèrement accusé le coup, je l'ai évidemment observé, mais sans plus, il est resté
assez passif, impassible. Il n'a pas protesté, il n'a rien dit. Il ne s'est pas révolté. Et puis, ça s'est arrêté là. C'est un soulagement, c'est une délivrance, puis on savait qu'il était dans le déni, mais ça prouvait quand même qu'il mentait du début à la fin. Il reste une part d'ombre. Il reste une part d'ombre. On se posera toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un jour on le saura, peut-être un jour on le saura jamais. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question. Fallet décide aussitôt de faire appel. Mais le verdict est confirmé et même alourdi d'une peine de sûreté, 22 ans. Et ce n'est pas fini. En novembre 2004, Fallet est de retour dans le box pour l'assassinat d'Anna Ratti. L'accusé a changé d'avocat. J'y vais parce que je crois en l'innocence de M. Fallet. Donc pour moi, il n'est pas plié d'avance. Simplement, on a le poids des autres dossiers. On a le poids peut-être de l'opinion. M. Fallet, ayant déjà pu être condamné pour de tels faits, il a très bien pu commettre ceux qui ont entraîné la mort de Mme Ratti. La défense plaide une nouvelle fois l'acquittement et la justice répond une nouvelle fois perpétuité. Fallet est condamné pour les meurtres de M. Chamrouki et d'Anna Ratti et la tentative aussi sur Max. Et vous? Vous attendez encore? On attend. On attend. On a attendu un bon moment. J'étais à maintes reprises chez le juge qui nous recevait et puis on dit que c'est pas normal. Il va passer à l'as. Il va passer à l'as encore une fois. Nous, on a été mis de côté. On a été mis de côté pendant un petit moment. Dominique, ce dossier Selami va finir par sortir un jour ou jamais? Oui, en 2009, 11 ans après les faits, un nouveau juge d'instruction vient d'être nommé et il va réinterroger les policiers et lister tous les éléments à charge contre Mohamed Fallet. Il va en trouver 14. Ça lui permet de mettre en examen Mohamed Fallet le 30 novembre 2009 pour l'assassinat de M. Selami. La famille Selami voit enfin le bout du tunnel. C'est une première satisfaction pour eux, mais il va falloir encore qu'ils attendent 6 ans pour avoir un procès. Ça sera, Frédéric, le 4e procès d'assises du tueur à la hache. Mais vu le dossier, sa condamnation n'est pas acquise. C'est un exercice d'archéologie judiciaire qui attend les jurés de la cour d'assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Dans ces scellés vieux de 17 ans, le couteau et la hache retrouvés près du corps de Selami. Le fait qu'une telle affaire soit évoquée 17 ans après les faits en cour d'assises, c'est un scandale, il faut appeler un chat un chat. 17 ans d'instruction, de désillusion et d'attente pour les proches de Selami. C'est une famille qui est assoiffée de justice depuis 2 décennies, quasiment, 20 ans, quasiment 20 ans. Des années d'attente d'un procès dont l'issue n'est même pas certaine, car dans cette affaire, il n'y a ni empreinte, ni ADN. Il y avait risque sérieux d'acquittement, absence de preuves déterminantes, absence de preuves décisives, et il y avait un faisceau de présomption. Du coup, l'accusation martèle d'autant plus les éléments à charge. Pas d'alibi le soir du meurtre, une dette d'argent, des billets de 500 francs suspects, et surtout, le même mode opératoire que dans les affaires précédentes. Cette hache a été utilisée par un droitier, a priori, en portant systématiquement des coups verticaux sur les visages, donc face gauche de chaque victime. C'est une forme de signature. On part du postulat que comme il y a eu les 2 précédents crimes, ça ne peut être que M. Fallet. Mais c'est pas parce que ça y ressemble que c'est la même chose. C'est pas parce que ça y ressemble que la personne que vous accusez est la personne qui a commis ces faits.
Lutter contre les apparences, refuser les similitudes, c'est la stratégie de l'avocate de Fallet qui démonte l'enquête méthodiquement. Par exemple, le témoignage du routier. Il a été balayé. Si le routier, comme il le précise, était présent à 2h, 2h30 du matin, comme il n'a rien vu sur le parking, le crime a donc été commis après. Donc s'il a été commis après, eh bien mon client, lui, ne pouvait pas puisqu'il avait rendu la voiture. Donc ça ne pouvait pas être lui. L'expertise légiste montre que M. Selami a été tué en début de soirée. Là-dessus, il faut rajouter que la tenue vestimentaire de M. Selami était très sombre et qu'un corps couché de nuit peut, bien évidemment, et c'est possible, ne pas attirer l'attention d'un chauffeur routier qui est exténué par une dure journée. Autre zone d'ombre, Fallet, le soir du meurtre, ne présentait aucune trace de sang sur ses vêtements. Étrange, vu la violence de la scène de crime. C'est une évidence, il y a forcément eu des éclaboussures. Celui qui prête la voiture à mon client dit qu'il n'a pas changé de vêtements. Est-ce que l'on a fait des analyses sur les vêtements? Non. Est-ce qu'on a fait des analyses de la voiture? Non. En effet, il est assez étonnant de voir que M. Fallet ne présente jamais de traces de sang, notamment, ou d'ADN sur sa propre personne ou ses vêtements. Après ce minutieux travail de sape, la défense plaide l'acquittement. Mais là encore, le jury n'est pas convaincu. Fallet est condamné pour la 3e fois à la perpétuité. Je ne saurais dire s'il a endossé un crime pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que la question, elle doit être posée. Parce qu'il y avait vraiment trop d'incertitudes dans ce dossier. Trop d'ombres, qui, à mon sens, n'ont pas été levées. L'erreur judiciaire, oui, peut se poser. Sauf que la décision est devenue définitive. Mon client n'en a pas relevé appel, donc elle est définitive. 17 ans après le crime du parking de Belfort, la justice a enfin donné un nom à l'assassin de Mohamed Selami. 17 ans, c'est quand même un bon paquet de temps, d'années. Maintenant, on est soulagé. C'est un soulagement qu'on ne peut pas définir. C'est pas une joie, mais c'est un soulagement. Voilà. Au bout de 17 ans, voilà, on est arrivé quand même à avoir un jugement et puis qu'il soit condamné. Vous avez l'impression que votre père repose enfin en paix? Écoutez, le deuil, on ne l'a pas fait totalement parce que ça n'a pas été avoué. Et pourtant, on lui a dit directement pendant le jugement, on lui a dit voilà, il serait temps de dire vraiment la vérité. C'est pas pour ça qu'il a avoué. Ça aurait été plus qu'un grand soulagement. Ça nous aurait fait beaucoup de bien à tous. Vous gardez l'espoir que Mohamed Fallet avoue un jour? Non, je pense pas. Non. Il n'a pas avoué pour les autres, il ne va pas avouer pour mon père. 3 perpétuités et 22 ans de sûreté. Mais en droit français, les peines ne s'ajoutent pas. Mohamed Fallet pourra donc demander une libération conditionnelle à l'issue de sa période de sûreté. Il aura alors 77 ans.